Bienvenue dans ce petit temps d'une demi-heure pour parler de donc comment. Alors, je ne sais pas si le titre était très clair dans le programme, donc j'espère ne pas créer de déception. L'idée, hein, ce qu'on voulait partager, par rapport à ce qu'on vit en tant qu'éditeur de logiciels, c'est comment l'IA nous bouscule et nous oblige en fait à vraiment réfléchir autrement assez rapidement. Et on va le voir sur des choses assez concrètes. Donc je vais essayer de vous présenter quelque chose de relativement concret. On va parler de coûts, on va parler enfin voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Et c'est franchement, il y a un an, on était aux Interconnectés à Toulouse. J'aurais pas imaginé qu'un an plus tard, faire un atelier pour parler de l'IA. Et c'est pas qu'une histoire de mode. Alors, pour le coup, c'est vrai que c'est le premier sujet, et chez nous, il est né l'année dernière aux Interconnectés à Toulouse, en discutant avec une boîte qui faisait de l'IA prédictive. Donc on va en parler. Donc je me présente, moi je suis Julien de Nomazy, je suis un des deux dirigeants de la société Synbird. Je vais présenter très rapidement la société. On va voir donc plusieurs sujets concrets. Donc je vais vous dire un petit mot de qui on est, de ce qu'on fait et de notre vision aujourd'hui de la GRC. Mais on va voir comment on peut implémenter l'IA dans des cas concrets et puis les limites qu'on y voit aujourd'hui et quelques exemples. Synbird, c'est un produit qui est né en 2018 en co-construction avec les mairies de Chambéry et d'Annecy. On est basé nous-mêmes à Chambéry. Aujourd'hui, ça devient une suite complète de GRC avec des outils de file d'attente qui ont été développés en 2020, puis de la gestion d'événements, de la gestion de démarches, évidemment des outils statistiques, de la gestion de courrier, de la gestion de réservation de salles. Enfin, voilà, on sent que les choses avancent et puis on n'a pas vu d'autre choix que de faire un outil de base de connaissances. Notamment avec tous les échanges qu'on a avec les interconnectés, on a perçu que c'était un enjeu très fort. Et en 2024, la GRC augmentée par l'IA nous semble vraiment un sujet. Là, le petit chiffre, la source, il y a écrit que c'est les Échos, mais c'est 97% de dirigeants américains dans les top management pensent que l'IA va transformer leur entreprise et leur secteur. Donc on n'est pas dans un phénomène anecdotique. Donc voilà la petite histoire de Synbird en 6 ans. Nous, notre mission, c'est de faciliter la relation entre les usagers et les collectivités, à la fois par la simplicité et l'ergonomie de notre outil, et puis vraiment, on attache beaucoup d'importance à l'accueil, le support client. Donc là-dessus, l'IA, c'est pas là-dessus qu'on l'attend aujourd'hui, hein, je précise, parce qu'on pourrait aussi l'imaginer. Aujourd'hui, on pense que la relation personnelle ne va pas disparaître et au contraire que paradoxalement l'IA va ne faire que renforcer les besoins de relations réelles. En préambule, je trouve ça intéressant de dire ça. Donc Synbird, en un mot, aujourd'hui c'est un peu plus de 30 salariés. On est vraiment présent partout en France avec l'année dernière une mairie sur 2 qui a choisi notre solution pour équiper sa mairie de prise de rendez-vous, de file d'attente. Aujourd'hui c'est 1300 mairies qui travaillent avec nous et 8000 utilisateurs au quotidien. Sur l'IA, on va parler de l'IA sur 4 sujets. Le sujet du courrier. Même si j'aime pas trop ce mot, on n'a pas trouvé d'autres solutions, parce d'ailleurs en discutant avec beaucoup de monde, on voit bien que la notion de courrier en soi, qui évoque trop le courrier papier, nous paraît limitée, mais on verra qu'on parlera plutôt de multicanal. Attendez, pardon, si je coupe pas mon téléphone, ça va pas le faire. La question de file d'attente, ça a été le premier sujet qu'on a abordé avec des calculs de temps d'attente. Tout ce qui est démarche en ligne avec donc le courrier, c'est l'analyse, mais c'est aussi les réponses. Et puis, on verra des questions de chatbot avec les bases de connaissances. Donc vraiment, ça fait quand même 3-4 sujets sérieux
Et on va vite voir que ça fait gagner de la productivité très très vite. Et à coût relativement faible, mais encore la question des coûts, faudra l'aborder. Donc la première chose, c'était il y a un an, on était... alors nous, on fait un outil de file d'attente. Je pense que vous voyez tout ce que c'est qu'un outil de file d'attente. Et ce qui fait que donc, les gens arrivent en mairie et on leur donne un ticket. Alors quand ils ont rendez-vous, on sait qu'ils ont rendez-vous, on sait à quelle heure ils ont rendez-vous, mais on nous demande souvent, mais on aimerait bien avoir le temps d'attente. Et on a des concurrents qui vous écrivent un temps d'attente sur le ticket. Sauf que nous, on a constaté que les algorithmes utilisés sont tout à fait insatisfaisants. Moi, je suis rentré dans une mairie, j'ai pris un ticket, la mairie fermait à 12h15, il était midi, il y avait écrit 69 minutes d'attente prévisionnelle. Il y a un problème. Enfin, mais les logiciels classiques ne savent pas traiter ce genre de choses. L'intérêt de l'IA, sur ce qu'on appelle de l'IA prédictive, c'est que, en fait, au lieu de tenir un algorithme classique, il va en gros dire je vais prendre en compte le motif, éventuellement le nombre de personnes qu'il y a avant. Mais ça paraît facile, sauf qu'en réalité, quand vous êtes dans une collectivité où il y a 10 guichets, mais qu'il y a peut-être un guichet qui traite 3 files d'attente différentes, et puis 5 guichets qui traitent le même type de motif, c'est très difficile de savoir combien il y a de personnes avant vous sur une file d'attente. Et l'IA prédictive, elle va fonctionner autrement, c'est-à-dire qu'elle va vraiment prendre tous les paramètres qu'elle va trouver, elle va essayer de trouver les paramètres qui sont le plus pertinents. Et peut-être que dans les paramètres les plus pertinents, il y a l'heure à laquelle la personne arrive. Mais la mairie elle-même est un paramètre. C'est-à-dire que nous, on a fourni toutes les données qu'on avait sur les, 100 ou 200 000 rendez-vous qui étaient passés par la file d'attente. Et on avait, nous, le temps d'arrivée, enfin l'heure d'arrivée, l'heure à laquelle les gens sont passés, le motif. Et on brasse tout ça et c'est en fait l'IA qui va essayer de trouver de manière inductive la solution. On n'arrive pas du tout à 100% de résultats positifs. D'abord parce que c'est très difficile d'avoir des données qui soient fiables. Le problème, c'est que pour avoir des bons algorithmes, il faut des données fiables. Et ça, c'est une des problématiques. Mais en tout cas, l'IA prédictive, donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Hein, c'est des algorithmes qui existent depuis les années 70, mais qui se sont redéveloppés ces dernières années. Donc en tout cas, on arrive à des résultats qui sont bien meilleurs. Et là, on est en train de l'implémenter sur nos outils de file d'attente. C'est vraiment des sujets finalement qui méritent vraiment de s'y pencher. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Donc là, j'ai commencé par ce sujet-là, mais pour autant, on n'est pas dans l'IA générative, dans l'IA, dans tout ce dont on parle aujourd'hui. Mais je trouvais quand même intéressant d'en parler parce que c'est quand même aussi de l'intelligence artificielle. Et peut-être même que demain, de l'IA générative pourrait remplacer ce genre de choses, se mêler à ça. Les autres sujets d'IA, alors là, je vais pouvoir vous montrer un exemple. Je vais me connecter. Alors, je vais vous montrer ça ici. Donc, je suis sur... alors, j'ai un courrier qui arrive ici, sous forme d'un courrier qu'on a passé dans un OCR, qu'on fait rentrer dans une démarche. On choisit un certain nombre de choses. Et ce que va trouver l'IA, alors j'ai le résultat ici, c'est qu'il va pouvoir générer... alors, je le montre en 2 écrans, je ne sais pas si c'est très clair, mais il va être capable d'analyser le degré d'urgence. Et ça paraît bizarre, mais il y a un courrier. Il va pouvoir aussi analyser un niveau de mécontentement. Donc typiquement, alors on aurait pu l'appeler niveau de contentement, mais voilà, si la personne est très mécontente, ça permet aussi à des agents ou à des responsables d'analyser ce genre de choses. Et là, alors là, en l'occurrence, nous on utilise l'IA pour remplir ce genre de champ. L'agent peut éventuellement modifier cette information. Mais ça, c'est quand même bluffant
la capacité de... Nous, on a fait pas mal de tests et honnêtement, on arrive à pouvoir juger, analyser ça. En fait, le gros intérêt, c'est que partant d'un document qui va avoir des formes variées, il va vraiment pouvoir rentrer dans un niveau d'étude intéressant. Il va trouver... On l'avait fait avec des algorithmes classiques, le nom, le prénom, l'email, le téléphone. Alors là, sur ce courrier, il n'y a ni email ni téléphone, donc ils ne ressortent pas. Mais il va les retrouver de manière beaucoup plus fine que ce qu'on a pu voir dans des algorithmes plus classiques. Et parce qu'on s'est rendu compte que dans le courrier, on va dire statistiquement, normalement, les coordonnées de l'usager, ils sont en haut à gauche. Mais si c'est une institution, peut-être qu'ils vont être en bas. Et puis, il y a des usagers qui ne vont pas respecter ce formalisme. Donc, en fait, il va vraiment être capable d'aller chercher ce genre d'informations. Ce qui est très intéressant aussi, alors on le voit, là, je ne l'ai pas mis ici, mais il va pouvoir rechercher, trouver l'objet et là, on lui a demandé de trouver l'objet du courrier, de faire un résumé court. Donc l'objet, c'est prise en compte de la politique PNA Aigle de Bonelli dans le cadre du développement des énergies renouvelables. Il a fait un résumé court, il a fait un résumé long, et il va aussi préparer une proposition de réponse positive et une proposition de réponse négative. Donc on va pouvoir lui générer tout ça. Et ça, l'idée, c'est pas d'envoyer automatiquement une réponse avec de l'IA, c'est en fait vraiment de faire gagner du temps. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on va constater, c'est que des outils de courrier qui n'ont pas ce genre de choses, ça va être des outils de GED assez classiques, mais finalement, qui vont quand même pouvoir analyser un certain nombre de choses, mais on va gagner énormément de temps sur la qualification du courrier. Alors, quand je dis courrier, là j'ai pris un courrier papier parce que je trouvais intéressant de le faire avec un courrier papier, mais avec un mail, il va faire la même chose. Vous voyez, typiquement, dans le mail, il va peut-être trouver aussi le numéro de téléphone autrement. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher ce genre d'informations et en même temps de proposer la réponse. Donc, on verra ce que ça coûte, ce genre de choses. Aujourd'hui, nous, on l'a fait. Alors, on est en phase de prototypage là-dessus, mais on a commencé à le faire avec ChatGPT. Les questions qui sont venues à nous, et c'est marrant, c'est les développeurs qui nous ont dit « Ouais, mais c'est bien beau, est-ce que tu veux vraiment envoyer à ChatGPT des courriers papier ?» on regarde les conditions générales de ChatGPT, on a l'impression qu'ils font rien des données qui sont envoyées, mais pour autant, c'est pas très clair. Donc aujourd'hui, déjà, on a la chance d'avoir des solutions françaises ou européennes, donc comme Mistral AI, qui sont en train d'arriver et qui donnent des résultats équivalents à ce que propose ChatGPT. Mais là encore, est-ce qu'on a envie de le mettre sur un SaaS ? Vous voyez, c'est des questions aussi. La technique est assez simple à mettre en œuvre. C'est ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, si vous arrivez à lui parler, je veux dire, on n'a pas eu à se former, on a testé, on a des API, on a pris un abonnement sur Mistral et on lui envoie des données, il nous renvoie, on lui dit en une seule requête, pour voir comment ça marche. Nous, on lui donne le document, le contenu, l'OCR du document, et on lui dit donne-moi le nom de la personne, toutes ses coordonnées, fais-moi le résumé, et quasiment en une seule requête, il nous sort l'ensemble de ces champs formatés sur un format JSON que nous on peut exploiter. Donc c'est quand même, c'est pas que c'est de l'IA générative conversationnelle, mais qui peut s'intégrer totalement dans des logiciels. Et franchement, là on est en phase de POC, mais les questions qui sont en train de se poser, c'est plutôt le modèle économique qu'il y a derrière et la façon de l'héberger. Aujourd'hui, a priori, on est assez confiant dans les serveurs que propose Mistral, mais clairement, nous, on aimerait l'héberger nous-mêmes.
sur un environnement Secnum Cloud comme le reste de nos environnements. Voilà, parce que vous voyez bien que quand vous envoyez des données à ce genre de logiciel, ben, vous ne savez pas vraiment ce qui en est fait. C'est-à-dire qu'ok, c'est très bien, vous avez un résultat, mais c'est quand même des sujets intéressants. Alors, donc ça, c'était le deuxième point, donc analyse de documents et proposition de réponse. Et franchement, on pense que ça peut vraiment faire gagner, enfin les études disent on peut gagner 50% de temps sur du traitement, l'instruction de dossiers. Donc le troisième point que je voulais voir avec vous, c'est un point autour de la base de connaissances. Donc la base de connaissances, c'est quelque chose qu'on est en train d'intégrer, nous, dans notre back-office. Donc là, je suis sur un back-office de Synbird, ici. Donc la façon dont on conçoit les choses à Synbird, attendez, je vais fermer ça. Donc là, je suis dans la génération d'une démarche. Donc aujourd'hui, donc Synbird, sur la gauche, on a vraiment tous les modules. Nous, on conçoit vraiment notre produit comme une vision un peu 360 du lien avec l'usager, avec l'agenda, les dossiers, les statistiques, file d'attente, là il n'y a pas de file d'attente ici, et puis la base de connaissances. Donc la base de connaissances, alors là j'en ai pas ici tout de suite, mais l'idée c'est de pouvoir générer des documents de manière structurée. Et l'intérêt de les avoir dans le même back-office, c'est que finalement, avec un seul moteur de recherche, je vais pouvoir retrouver à la fois des informations sur les usagers, sur leurs démarches, sur leurs rendez-vous, mais aussi sur une base de connaissances et pouvoir l'enrichir dans le même back-office. Nous, c'est un peu ce qu'on s'est dit qui était intéressant. Mais ce qu'on voudrait faire, et je vais vous montrer un outil qui n'est pas le nôtre, qui est un outil américain, mais c'est vraiment ce genre de choses qu'on veut faire. C'est-à-dire que en gros, l'idée, alors là je suis désolé, c'est en anglais pour partie, mais comment nourrir une base de connaissances pour de l'intelligence artificielle et pas que de l'intelligence artificielle, justement. C'est un peu une chose que je voudrais partager avec vous, c'est que pour nous, l'IA n'est pas nécessaire pour tout, on verra. Mais le gros intérêt qu'on a trouvé sur ce genre de produit, c'est qu'on peut écrire des articles dans une base de connaissances. C'est ce qu'on trouve classiquement aujourd'hui sur des bases de connaissances type Confluence, où effectivement c'est très bien, on fait des beaux articles, mais on se rend compte que souvent on a alimenté une base de connaissances, c'est compliqué, et parfois on a déjà de la documentation. Et pourquoi s'embêter à ressaisir des données qu'on a peut-être en format Word, PowerPoint, PDF, voire en site web. Et là, l'intérêt, c'est qu'un produit comme ça, il permet d'intégrer des pièces jointes. Donc là, je peux aller chercher une pièce jointe et lui dire, voilà, alors on le verra, je vous montrerai, j'ai indexé des appels d'offres auxquels on a répondu sur de la GRC, et j'ai vu que derrière, il était capable de faire des choses intéressantes. L'intérêt, c'est d'avoir un produit qui éventuellement va pouvoir découper un gros document en petits documents, mais pas forcément de tout réécrire, ce que je vous disais, et puis aussi de pouvoir importer un site web, parce que peut-être que rien que sur le site web de votre commune, il y a déjà beaucoup d'informations, voire des sites web de partenaires, je sais pas quoi, le site web de la piscine, le site web du théâtre. Si ces informations y sont, pourquoi s'embêter à aller vouloir régénérer une base de connaissances? Donc c'est vraiment cette idée de pouvoir nourrir des données avec plusieurs sources, et des sources statiques ou comme un PDF, ou des sources dynamiques comme un site web, et puis aussi des sources qui sont des articles qui vont être rentrés directement dans le back-office de Synbird par les agents, mais voilà, en essayant de se dire, si on peut éviter de tout réécrire, on le fait. Et derrière, ce qui est assez bluffant, je vais vous montrer. Donc là, j'ai un chat, je peux vous en montrer quelques exemples. Et là, on est en train de travailler, nous, avec un partenaire français qui est à Annecy, qui va implémenter sa solution en lien avec notre outil de base de connaissances.
Et du coup, là, j'ai un chatbot, par exemple, que j'ai mis, qui s'appelle Synbird. Et en plus, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ces solutions, on verra, on parlera de modèles de base de connaissances. Mais ici, voilà, je vais lui demander que propose Synbird. Et là, il va me répondre. Voilà, Synbird propose une solution complète qui met en relation citoyens et collectivités. Elle offre des fonctionnalités personnalisables, simples et facilitantes pour les agents et les usagers. De plus, Synbird accorde de l'importance à la qualité de service, comme en témoigne la note de recommandation élevée par ses clients. Cette phrase, elle n'est pas du tout dans la source que j'ai donnée. Je lui ai donné un mémoire d'appel d'offres. Donc, après, on peut... L'intérêt aussi d'un outil comme ça, c'est qu'on va pouvoir faire remonter les questions qui arrivent du chatbot et éventuellement le faire progresser. Là, je lui ai dit qui est Nam. Il va me dire, voilà, dans le même ordre d'idée, Nam est une chef de projet chez Synbird. Elle a rejoint l'entreprise en juin 2023. Elle possède une expérience variée dans la gestion de projets, etc., tant au niveau national qu'international. C'est assez intéressant parce qu'il est vraiment allé lire des infos. Alors, et puis derrière, vous voyez, il vous met le lien. En lien, ici, vous avez le CV. Il a retrouvé des CV. Et donc, les sources, ce ne sont que des PDF. Donc, je n'ai pas été alimenté. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Je vais vous montrer la même chose sur un autre chatbot. Donc là, j'ai mis... non, mais c'était pas là. Hop. Donc là, je lui dis... Là, je lui ai indexé pas mal de données sur la commune d'Issy-les-Moulineaux. J'ai pas testé, hein, donc on va voir. Donc là, voilà, il sait pas répondre, alors que c'est marrant. Mais si, là, il me dit, je n'ai pas l'info, mais si je lui dis quels sont les horaires d'ouverture des piscines, je pense que là, il va me répondre. Voilà. Donc là, par contre, vous voyez, c'est assez mystérieux. Là, il est capable de me donner les horaires d'ouverture des piscines, mais il n'a pas forcément su interpréter tout ça. Donc, en fait, on se rend compte avec ces chatbots que ça peut être hyper bluffant, mais ça peut être hyper déceptif. Là, les premières réponses que j'ai faites, c'était pas mal. Et c'est quand même une science relativement puissante, mais qui n'est pas toujours exacte. Et il peut vous dire des choses énormes. Une chose qu'on a discuté avec le dirigeant de la société avec qui on travaille là-dessus, c'est que un chatbot qui est basé sur l'IA, le mettre en chatbot bulle, vous voyez ce que je veux dire, en bas de la page, c'est assez peu recommandé parce que au niveau de de ce que peuvent ressentir un usager, quand on a ce genre de chatbot, on s'attend à avoir quelqu'un au bout qui va vous répondre. Donc, faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout la même finesse de réponse. Ça va vite, il est capable de vous répondre vite, des choses pratiques, mais on voit assez vite qu'il peut tourner en boucle, et quand il ne sait pas, il ne sait pas. Et il ne saura pas aller chercher ailleurs que dans ses sources. Donc c'est très intéressant comme technologie, mais ça ne fait pas tout. Et donc, d'abord, il faut lui apprendre à s'exprimer. Il y a un travail de modélisation. Donc nous, notre ambition cette année, c'est de travailler justement avec ce partenaire sur un modèle. Alors je vous expliquerai un peu avec qui on espère le faire, et notamment on cherche des mairies pilotes en Île-de-France en particulier, pour des questions de subvention.
Mais l'idée, c'est qu'on peut définir des modèles propres aux collectivités. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que forcément, si on fait le chatbot de la mairie de Chalon-sur-Saône et puis le chatbot de la mairie de Mâcon, ou devrais-je dire la base de connaissances de la mairie de Chalon-sur-Saône et celui de Mâcon, il va y avoir des points communs et des points parce que c'est le même département, parce que c'est des communes d'une taille à peu près équivalente. Et donc, forcément, il y a peut-être des choses qu'on peut mutualiser dans les réponses, parce que peut-être que certaines questions vont concerner des choses d'ordre national. Et puis, il y a vraiment aussi une demande très locale. Mais pour autant, l'idée, c'est d'avoir un modèle collectivité qui puisse se nourrir d'un certain nombre de sources communes et qui ait aussi un vocabulaire commun. Parce qu'un chatbot, tous ces outils de traduction automatique peuvent vous sortir des choses énormes. J'avais entendu l'histoire d'un prêtre de Blois qui avait écrit un livre sur une religieuse qui avait émergé en Inde. Et puis, il y avait le bouquin avait été traduit en anglais et par la congrégation en question. Et les sœurs l'avaient dit, mais je ne comprends pas pourquoi votre livre parle tout le temps de chocolate cake. Et chocolate cake, c'était la traduction de religieuse. Donc, vous voyez, la notion de contexte peut avoir son importance. Et l'IA, suivant là où il est. Donc là, on a vraiment un contexte propre aux collectivités, qui n'est pas tout à fait le même ici, mais on va avoir, voilà, si on part il y a vraiment on ne se rend pas toujours compte, mais un jargon propre aux usagers. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un modèle spécifique. Donc ça, c'est vraiment notre ambition. Après, ce que je voulais vous dire, c'est que justement sur cette articulation base de connaissances et chatbot, nous, notre ambition, c'est d'aller vers quelque chose. Alors, je vais vous montrer. Je vais aller ici, Mlino. On trouvait intéressant. Ils ont fait une base de connaissances en ligne. Alors, attendez. C'est là. Je crois que c'est... Attendez. Où est-ce qu'il est, mon portail? Non, c'est ici. Excusez-moi. Voilà. Donc, ici... C'est assez intéressant, ils ont mis une base de connaissances en ligne, qui est une base de connaissances classique. Et d'ailleurs, sur ce site, on trouve aussi un lien vers ChatGPT, mais je trouve qu'il est moins pertinent. Mais c'est pas mélangé. Donc là, finalement, on est sur une base de connaissances vraiment classique, avec des articles, éventuellement des articles les plus lus, un moteur de recherche. Donc là, je peux lui redire, voilà, zut. Finalement, ce moteur de recherche-là, il n'est pas du tout basé sur de l'IA. On voit bien, hein, on ne va pas rechercher, on ne va pas lui poser une question en langage naturel. Là, il me donne un article sur les piscines municipales. C'est un fonctionnement efficace, simple et sobre. Parce que quand on va travailler avec de l'IA, il faut bien imaginer que pour faire ça, c'est de l'indexation très basique. En plus, c'est très performant. Ça coûte quasiment rien au niveau informatique. Un fonctionnement équivalent en IA, c'est de l'ordre de 100 fois la ressource pour faire cette requête. Facilement. Aujourd'hui, le coût d'une requête en IA, alors évidemment, vous faites ChatGPT 3.5, c'est gratuit. Enfin, c'est comme le SMS, on dit que c'est gratuit, vous savez que le SMS a un coût. L'IA a un coût qui va aller de un peu moins d'1 centime la requête à 10 centimes la requête sur du ChatGPT 4. Donc 10 centimes la requête. Donc imaginez, vous faites un dialogue avec des usagers en chatbot, faites le calcul, vous avez... je sais pas quoi, 100 personnes par jour qui posent 5 questions, ça fait 500 questions par jour. Le budget, il va venir très vite important. Et ça, c'est une chose. Alors peut-être faut savoir qu'on peut aussi héberger sa propre IA. Donc nous, c'est plutôt vers là qu'on voudrait aller. Donc vous pouvez installer un serveur Mistral. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut des grosses machines. Nous, on a estimé le coût à 3 000 €, l'hébergement mensuel.
pour gérer un serveur d'IA. Alors après, on ne sait pas combien de requêtes on pourra faire avec. C'est toute la question. Aujourd'hui, on n'a pas encore de métrique. Mais l'idée, c'est quand même... Et puis après, il y a aussi, il me semble qu'aux interconnectés, la question du numérique responsable fait quand même partie des sujets assez phares. Mettre de l'IA partout, c'est pas forcément... ça peut être, un, cher, et deux, très gourmand en bilan CO2 et compagnie. Donc, c'est pas une solution... Enfin, c'est intéressant d'entendre ces deux sujets et de les mettre en tension. Refuser l'IA, pour nous, c'est quand même une aberration, parce qu'on voit bien que... Enfin, on pense que si on n'y va pas, demain, c'est les boîtes qui vont intégrer ça dans leur outil et qui auront cette capacité, qui seront capables de faire vraiment gagner du temps aux collectivités, de gagner en efficacité, en qualité de service. Pour autant, on peut interroger, je sais que là, il y a tout un programme avec la Caisse des dépôts sur l'IA frugal, je crois que c'est le thématique qu'ils emploient. Je trouve ça très intéressant, on en a parlé avec eux hier. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de pouvoir mixer une base de connaissances classique avec un chatbot lorsque c'est nécessaire. Ce qu'on aimerait, nous, c'est les intégrer dans la même page. Quelque part, qu'on ait un accès aux derniers articles. Et puis, après, il y a peut-être des choses aussi qu'on peut mettre en cache. C'est toute la question. Je ne sais pas si ça vous parle, le mot de cache, mais enfin, voilà, c'est de stocker des requêtes. Mais voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager. En tout cas, en conclusion, pour un éditeur comme le nôtre, c'est un vrai challenge, l'IA. Mais c'est un challenge en même temps passionnant. Et donc, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, nous, on pense que pour arriver aussi à financer de la R&D là-dedans, on est en recherche de mairies qui ont envie de mairies pilotes pour essayer de faire... Parce qu'il y a des lignes de financement existantes, mais il ne nous faut pas seulement développer un soft, il faut aussi le mettre en œuvre. Et ça serait vraiment intéressant de le faire en co-construction, comme on a toujours travaillé à Synbird, mais là, sur des modèles où je pense qu'on peut vraiment faire financer de la R&D. Et il se trouve qu'en particulier en Ile-de-France, le Grand Paris a des grosses lignes de financement sur de l'innovation. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. J'espère que... n'hésitez pas à me poser des questions. J'en serais ravi. Des DCE, c'est-à-dire des... Alors, aujourd'hui, on ne l'utilise pas, nous, pour répondre aux appels d'offres. Pour l'instant, c'est vrai que pour répondre aux appels d'offres, on a plus confiance on se rend compte qu'on a besoin d'être une équipe, d'avoir plusieurs cerveaux. C'est vrai qu'on n'a pas... Ça pourrait être intéressant de voir... c'est vrai que le test, on le fera. C'est une bonne idée de pouvoir l'utiliser pour nous analyser. Mais pour moi, ça ne peut pas suffire. Hein. Enfin, ça va peut-être faire ressortir des choses qu'on n'aura pas vues. Mais c'est vrai que, en tout cas, la question est pertinente parce que c'est vrai que quand on a un CCTP de 100 pages, savoir qu'est-ce qui est important, peut-être qu'on va tester. On en a quelques-uns en stock. C'est assez facile. C'est facile à faire, ouais. D'autres tours, questions
Non, mais alors, en tout cas, la question, on se la pose, parce que c'est ce que je vous disais, c'est que ça coûte très cher et ça peut être très rigolo d'échanger sur les questions que j'ai posées tout à l'heure, mais en effet, le risque, c'est de payer très cher pour des requêtes qui ne sont pas pertinentes. Et il y a aussi la question même de former des agents, hein, parce que ça peut être aussi utile. La base de connaissances, elle est aussi très présente pour les agents, mais encore faut-il qu'ils soient formés à pouvoir bien interroger une base de connaissances via de l'IA. Mais on a vu, hein, dans certains cas, ça donne des réponses synthétiques. Enfin, moi, ce qui me bluffe, c'est la capacité de synthèse de l'IA. Il arrive à regrouper des infos. Hier, il y a quelqu'un qui nous avait posé la question de si on faisait une CV Tech. Alors, je ne m'étais même pas posé la question, mais on s'est dit que ça valait le coup d'aller voir comment ce qu'on a fait aujourd'hui pouvait analyser des CV. Parce qu'en effet, elle me disait, mais le problème des CV, il n'y en a pas deux qui sont rédigés de la même manière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces outils-là, là où c'est très... Enfin, il y a vraiment deux choses. Il y a l'analyse d'un document, que j'ai montré sur l'IA générative avec l'analyse de courrier, puis il y a le chatbot. C'est pas tout à fait le même fonctionnement. Pour faire de l'analyse de documents, là, il y a vraiment un énorme travail de savoir bien le requêter. C'est-à-dire que la façon de poser la question, c'est incroyable, hein. Vous lui posez la question, mais vous avez tous testé ces outils genre OK Google, etc. Vous lui posez une question d'une certaine manière, il vous comprend, et vous lui posez la même question en changeant deux mots, et il dit « je n'ai pas compris votre question ». Donc il faut vraiment structurer le questionnement. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de vous arrêter là, si ça vous va. Merci beaucoup.